À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime Mais Svitek. oui, le kiosque et toutes ces plumes devant moi réunies. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Romain Ambro qui regarde la télé pour nous. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le toit du monde s'est écroulé. C'est le titre à la une de Libération après le terrible tremblement de terre de ce week-end au Népal. Vous avez cette photo en première page de Libé. Une vingtaine d'hommes debout dans un nuage de poussière sur un tas de gravats à la recherche de survivants. La communauté internationale au secours d'un pays dévasté. Voilà pour le titre du Figaro cette fois. Alors ça ressemble à quoi un pays dévasté ? Ça ressemble à ces bâtiments en ruine, effondrés, émiettés. Et au milieu, tout petit, on les voit à peine sur l'image, des survivants perdus dans les décombres, désolés. Étrangement, on ne trouve aucune trace de ce tremblement de terre en première page du Parisien aujourd'hui en France. En revanche, on y voit François Hollande. La photo prend quasiment toute la page. Hollande et sa promesse empoisonnée. Alors, l'inversion de la courbe du chômage, c'est pour quand ? C'est la question que pose ce matin le Parisien. Alors qu'on attend ce soir les chiffres pour le mois de mars, François Hollande a conditionné sa candidature en 2017 à cette inversion. Aujourd'hui, il est pris à son propre piège, dit le journal. Un autre piège est ce matin en une des Échos. Défense, sécurité, la France face au manque de moyens à cause de la menace terroriste et de la mise en place du plan Vigipirate. L'armée tire la langue, les hommes sont fatigués, le matériel aussi. Alors le ministre de la Défense réclame que l'on sauvegarde les 18 500 postes qui devaient être supprimés dans les années à venir. Discussion serrée, tendue avec Bercy. Un conseil de défense est prévu ce mercredi pour tenter de se sortir de ce piège. À la une des régions, Émilie Bonneau, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien d'abord celle du Courrier Picard qui titre sur la forte mortalité à la ferme des 1000 vaches. Nouvelle polémique donc. Les opposants n'apportent pas de chiffres précis mais ils accusent l'eau donnée aux animaux qui ne serait pas potable. Une semaine sanglante à la une de la Provence. Le journal de Marseille revient ce matin sur ce règlement de compte. Hier, 2 hommes abattus dans les quartiers nord et se décompte 4 assassinats en une semaine dans la ville et à Aubagne. Il y a aussi cette photo en une des dernières nouvelles d'Alsace de François Hollande en visite hier au camp du Schrouthof et ce titre tout connaître, ne rien oublier. Et puis le Républicain lorrain nous parle de ce mois de mai qui arrive et tous ces ponts, le premier dès vendredi 1er mai et vive la semaine de 4 jours, nous dit le journal, jour férié pendant 5 week-ends. La configuration ne revient que tous les 10 ans. Et je vois que Julie sourit. Oui, parce que je vais prendre mes vendredis, figurez-vous. Mais c'est pour ça que je dis ça. L'histoire du jour, Émilie, vous l'avez dénichée dans la Dépêche du Midi, en Haute-Garonne. Et là aussi, on va sourire. Une commune a demandé à ses habitants de travailler pour éviter d'augmenter les impôts. Oui, c'est le village de Périssa dans les Pyrénées. 85 habitants et une économie de 2500 € après le ménage de l'église, notamment, qui a été fait hier. Selon le maire, cela absorbe la baisse des dotations de 1400 € cette année. Et la commune devrait même pouvoir épargner. C'est rare en ce moment. Alors tout cela se passe dans la bonne humeur. Il n'y a pas que l'aspect financier qui attire les habitants pour nettoyer bénévolement les rues du village. C'est de l'entraide tout simplement. Témoigne Patricia qui trouve cette initiative géniale, sans oublier bien sûr le déjeuner. Au total, une quarantaine de personnes a sorti hier les pelles et les chiffons. C'est 2 fois plus que l'année dernière, puisque c'était la 2e fois que l'opération était menée par le maire de cette petite commune donc des Pyrénées. Et vous imaginez à Paris, tous avec nos petits balais comme ça dans les rues ? On peut nettoyer le studio si vous voulez, Maxime. Un petit coup après le kiosque. Non, alors oui, après le kiosque, parce que pour l'instant, on va passer à la presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, l'image d'un homme qui sauve une naufragée sur l'île grecque de Rhodes. Ouais, 2 êtres humains qui en principe n'auraient jamais dû se croiser. Une photo que vous avez peut-être vue, on vous l'a mise sur le compte Twitter d'Europe 1. C'est la photo d'un homme torse nu qui dépose sur le rivage une jeune femme terrifiée, exténuée. Il vient de la sauver d'un bateau de migrants qui s'est disloqué sur les récifs. Cette photo a été prise le 20 avril dernier et aujourd'hui, la presse britannique, The Observer et le Guardian nous racontent l'histoire derrière cette image. Les journaux ont retrouvé le sauveteur. C'est un sergent de l'armée grecque, Antonis Deligiorgis, un solide gaillard, père de 2 enfants. Et ce matin-là, il est tout simplement avec sa femme en bord de mer. Il décide de s'arrêter un instant pour prendre un café. Et soudain, Antonis voit le bateau en train de couler, désintégré en quelques minutes, dit-il, comme s'il était en papier. Eh bien, le militaire n'hésite pas, il rejoint les secouristes qui sont déjà là sur le rivage. Sans hésiter, il se jette à l'eau. Il raconte, il va sauver à lui seul 20 migrants
20 migrants en les ramenant sur la terre ferme en quelques minutes. Il dit que l'eau était glaciale, qu'il y avait beaucoup d'huile du bateau, que les rochers étaient glissants. Il s'est méchamment coupé aux mains et aux pieds, mais je ne pensais, dit-il, qu'à sauver tous ces pauvres gens. Et qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la jeune femme qu'on voit toujours sur la photo? On sait qu'elle s'appelle Wegazi Nebiat, c'est une Érythréenne de 24 ans. Elle dit que ses parents avaient payé $10 000 à des passeurs pour qu'elle puisse vivre libre en Europe. Elle a été hospitalisée après le naufrage. Son but aujourd'hui, c'est toujours de continuer son voyage coûte que coûte. Elle rêve d'ailleurs de s'installer en Suède. J'ai beaucoup de chance, dit-elle aujourd'hui, d'être en vie. Quant à l'homme qui l'a sauvée, il a repris sa vie de militaire, toute simple, en refusant absolument le terme de héros. J'ai seulement fait mon devoir d'homme, d'être humain, dit-il, mais jamais je n'oublierai le visage de cette jeune femme. Et voilà donc pour cette histoire derrière ces arrivées massives de migrants. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, j'ai envie de dire une fois de plus, une nouvelle interview décoiffante du patron de Ryanair. C'était dans le journal du dimanche. Voilà, on en a pris plein la figure. Hier, il faut dire que, vous savez, la France, on voulait revenir ce matin principale tête de Turc. Bon, alors, on expédie rapidement quand il parle d'avion, et c'est une bonne nouvelle. Il dit qu'aujourd'hui, le billet moyen sur Ryanair est de 46 €. Il promet un billet à 40 €, donc 10 à 15% moins cher dans 2 ans, grâce à la baisse du prix du pétrole et grâce à de nouveaux avions qui sont plus grands et moins chers. Et après, il tacle la France. Alors il commence par tacler Air France. Il dit, vous voyez, chez nous c'est 46 €. Sur Air France c'est près de 300 €. Et encore, quand les avions volent, quand vos pilotes ne sont pas en grève. Et puis après il tacle la France. Il dit, bon alors, vous savez quand une phrase commence par j'adore la France, j'adore les Français. Il y a un mais derrière. Le mais il arrive. Mais je méprise la classe politique française qui, dit-il, détruit avec beaucoup d'applications l'économie française en pensant qu'on peut répondre à la mondialisation par le protectionnisme. Enfin là encore, il argumente, parce que vous savez, dans la presse anglaise, alors il se déchaîne contre les Français. Il nous appelle, nous, la République française du chômage. Voilà comment et une fois, il a même dit, c'est presque de mauvais goût. Bon, enfin, je vous la cite. Il dit, avec le réchauffement climatique, l'Écosse va produire du vin et la France va devenir un désert, ce qui ne sera pas une mauvaise chose. Et alors, il déteste la France. Il y a autre chose qu'il déteste aussi, c'est Bruxelles, qui est plein de commissaires communistes, dit-il. Évidemment. Voilà. C'est pas mauvais pour le business, pour son business, au patron de Ryanair, d'insulter comme ça les autorités françaises et les Français au passage. Si vous avez raison, et ça lui a joué des mauvais tours, parce que vous savez, cette attitude où on harcèle, elle transpire dans toute la société, dans toute cette entreprise Ryanair. Il y avait une fois une dame mécontente qui voulait être remboursée, il lui a dit d'aller se faire voir, et encore, il n'avait pas dit ça. Hein. Il dit, on est très fiers, chez vous, vous ne pouvez pas dormir dans un avion Ryanair parce qu'on vous réveille toujours pour vous vendre quelque chose. Donc, et à la fin, cette attitude où l'on harcèle, eh bien, ça s'était retourné contre Ryanair, et du coup, le patron de Ryanair avait promis, mais visiblement il a du mal, il avait promis de mieux se tenir et d'arrêter d'embêter, et encore je prends des jolis mots, d'embêter les clients. Voilà, c'est ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a dit. Mais on est lundi, vous avez raison d'être poli. On est lundi. Merci Axel. À la télé ce soir, Cauchemar en cuisine, c'est mon cauchemar aussi. 20h55, ce sera sur M6, Romain. Et oui, fini Top Chef le lundi soir. M6 remet le couvert néanmoins et mise une nouvelle fois sur un programme culinaire ce soir avec Cauchemar en cuisine. Alors c'est un programme qui est inspiré d'une émission britannique qui est incarnée là-bas par le chef Gordon Ramsay, à une très forte personnalité. Et chez nous en France, c'est Philippe Etchebest qui se charge donc de remettre ses restaurateurs dans le droit chemin. J'ai peur de lui. Pas beaucoup de cheveux sur le caillou, mais solide comme un roc, le garçon, pour venir en aide donc à tous ces restaurateurs qui sont un petit peu perdus au sein de leur établissement. Le concept, c'est très simple. Il fait tout ce qu'on a rêvé de faire quand on va manger quelque part et que ça nous plaît pas. Il critique les plats, il critique le service, il va voir ce qui se passe en cuisine, il teste la propreté. Je suis sûr que ça vous a déjà démangé une fois de faire ça quelque part dans un restaurant. Ce soir, direction la Ciotat Maxime, un établissement avec vue sur mer. Alors le restaurateur, le problème, c'est qu'il ne fait pas confiance à ce jeune chef. Et puis alors surtout, le comble pour un restaurant qui a vue sur mer, c'est qu'il sert du poisson surgelé. Et ça, c'est une façon de faire qui a le don d'agacer Philippe Etchebest. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je ne vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. On est en train de mater tous les menus et tout. Et congé le truc. C'est vous le chef ici. Ça vous va de servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal. Je suis pas un rigolo, je suis pas un guignol. Oh merde! Ah oui, ah non, mais il a une façon de faire. Je peux vous dire que ça file droit juste après, donc vous avez pu l'entendre. Il ne va pas par le dos de la cuillère, et en même temps c'est pas mal. C'est un chef. Oui, merci pour le jeu de mots. Vous êtes friand, vous êtes client de ce genre d'émission ou pas? On dirait Maxime Fritek en antenne. Oh non. C'est scandaleux de dire des choses pareilles. Si c'est ça, je referme le kiosque. Moi, j'adore. Les amis.